الوطني كريستيان غوركيف ينشط في هذه الأثناء ندوة صحفية طبعا للإعلان عن قائمة المعنية بتربص 4 أكتوبر لمواجهتي السنغال وغينيا. من دون إطالة مشاهدينا الكرام نذهب إلى مركب محمد بوضياف وقاعة المحاضرات ونستمع لغوركيف. Je pense que de toute manière j'aurai d'autres questions tout à l'heure, donc je reviendrai directement. Je fais un petit retour sur le match de Lesotho. Là aussi, libre à chacun d'interpréter notre niveau de prestation. J'ai dit après le match de Lesotho, c'est vrai qu'on aurait pu s'épargner beaucoup de frayeurs et c'était pas le match de l'année. On n'a pas fait un match exceptionnel au Lesotho. Ceci dit, à mon sens, il était satisfaisant. Satisfaisant d'abord dans le résultat parce que on gagne 3-1. Alors même si on aurait souhaité évidemment entre un 3-1 obtenu, si on marque 3 buts tout de suite et puis d'avoir un match plus tranquille, c'est ce qu'on aurait souhaité. Enfin, le résultat, il est là. Si on compare tous les résultats de la journée, vous voyez que la Tunisie a été battue. Alors je prends ça, la Tunisie a été battue au Libéria, l'Afrique du Sud en Mauritanie, la Côte d'Ivoire a fait un match nul en Sierra Leone, le Burkina a été battu au Botswana, le Cameroun s'est imposé difficilement en Gambie, le Nigeria a fait match nul en Tanzanie. Il n'y a que l'Égypte qui a marqué 5 buts face au Tchad. Donc sur le résultat brut, une victoire 3-1 au Lesotho n'est pas en soi. Alors on ne dit pas que c'est la performance de l'année. Enfin c'est pas quelque chose qui était. C'était quelque chose qu'on prenait en tout cas avec grosse satisfaction. Sur le plan du jeu, je l'avais mentionné aussi dans la conférence de presse d'après-match. Sur le plan de la percussion, évidemment, on avait eu des déficiences parce que c'est un match où on aurait dû plier d'entrée. Il ne faut pas oublier aussi l'évolution du score parce qu'en concédant ce but, je l'avais dit, on se mettait dans de grosses difficultés. Et l'histoire d'un match, c'est aussi l'évolution du score. On ne peut pas toujours marquer 3 buts dans le premier quart d'heure pour se mettre à l'abri. Donc c'était des points qui ont été négatifs pour le déroulement de la rencontre. Ceci dit, sur le plan du jeu, sur le comportement de l'équipe, j'étais complètement satisfait. Donc avec une possession de balle de 70%, rechercher les équipes qui ont une possession de balle de 70% à l'extérieur. Alors même si c'est un élément statistique qui n'est pas non plus toujours, je dirais, probant, d'avoir le ballon 70% du temps à l'extérieur, c'est quand même une garantie en termes de maîtrise. Le ballon a toujours été à terre, dans des conditions très très difficiles. Donc on ne peut pas reprocher à l'équipe de pas avoir cherché à jouer. Et je pense que sur le plan du jeu, même si on a manqué de vitesse, comme je l'ai dit dans la percussion, c'était un match qui, moi, m'a semblé dans la lignée de ce qu'on voulait faire. Après, on peut avoir une autre conception du foot. On peut balancer des longs ballons devant, jouer derrière. Voilà, chacun a son appréciation. En ce qui me concerne, dans la recherche que l'on a, je dis que c'est pas un match... on doit faire beaucoup mieux, évidemment, on ne va pas se contenter de ça, mais c'est dans la lignée, en tout cas, de ce qu'on recherche. Et sur le plan des joueurs, il y a eu de l'application, à défaut peut-être de brillant, et on souhaite bien sûr être beaucoup plus performant encore par la suite. Sur le plan individuel, je pense qu'un garçon comme Yassine Brahimi a fait pour moi une performance, et je l'ai revu 3 fois le match, qui a été très très intéressante, et je tiens à le souligner aussi, bon, comme Fawzi Goulam aussi évidemment. Voilà, donc même si certains joueurs après ont la possibilité d'évoluer encore à un meilleur niveau. Donc je voulais juste revenir là-dessus. Ça c'est une question d'appréciation, c'est la mienne. Bien sûr chacun a le droit d'avoir une autre appréciation de ce match-là. Sur l'avenir maintenant, bon, on ne va pas revenir sur le programme, hein, mais on a ce rassemblement d'octobre qui est intéressant à 2 titres. D'abord de la préparation de 2 matchs coup près au mois de novembre, parce que c'est une élimination directe pour la Coupe du Monde, donc bien sûr des matchs qui sont excessivement importants pour la suite de la sélection, pour mon avenir aussi évidemment, parce que je suis déjà contractuellement, c'est la qualification pour la Coupe du Monde en Russie qui m'intéresse. Donc voilà, et ce sera sur un match aller-retour. On sait aussi qu'avec des matchs à l'extérieur, que ce soit en Tanzanie ou au Malawi, ce ne sera pas facile. Donc c'est pas des matchs. On n'a pas
évidemment, si on veut aller en Russie, ben, il faudra, ça passe par là, mais ça nécessitera évidemment un investissement complet et donc surtout un match à l'extérieur qu'il faudra bien négocier. Voilà, donc on suivra attentivement bien sûr la double confrontation entre la Tanzanie et le Malawi dès ce mois d'octobre, donc avec notamment une supervision de ces matchs-là par un membre du staff. Donc pour nous, c'est la préparation de ces deux matchs, l'objet du rassemblement d'octobre. Et comme je l'avais dit aussi, comme ce sont des matchs amicaux, la possibilité d'avoir une ouverture sur quelques joueurs qu'on connaît moins et donc avec des perspectives d'avenir. Donc c'est ce que j'avais dit. Bon, voilà, donc je ne peux pas l'ouvrir non plus de façon inconsidérée, mais le stage aura ces deux objectifs, voir des nouveaux joueurs, certains joueurs, et puis affirmer encore un collectif au travers de joueurs cadres, en espérant que cette fois-ci on ait le maximum de joueurs valides. Alors pour les adversaires, déjà on a des adversaires africains. Bon, c'est aussi la difficulté à cette époque-ci, parce que les équipes européennes sont concernées par les éliminatoires de l'Euro, donc sont pas disponibles. Donc voilà, donc on s'est rabattu sur des équipes africaines, qui en soi n'est pas un mal non plus, parce que ce sont aussi ce type de confrontation qu'on va être amené à avoir dans les éliminatoires, que ce soit de la CAN ou de la Coupe du Monde. Donc voilà. Et puis on a pris des adversaires de calibre, parce que la Guinée, qui a fait une excellente CAN, quart de finaliste, c'est une bonne équipe, même si ces deux résultats sont un peu décevants sur les éliminatoires de la CAN 2017. Et puis bien sûr le Sénégal, qui pour moi était l'équipe peut-être majeure de la CAN, qu'on a eu le mérite d'éliminer en poule, et ça reste un adversaire un gros calibre sur le continent africain. Je pense que c'est une des meilleures équipes du continent. Donc ça fait deux matchs intéressants. On va être confronté notamment sur le plan athlétique, là je pense notamment au Sénégal, à des problèmes qu'il faudra être capable de résoudre. Le lieu, donc on va retrouver le 5 juillet, donc ça aussi, ça va être, pour moi une découverte, mais pour la plupart des joueurs aussi une découverte. Donc je pense que la solution de Blida c'était une solution d'appoint. Évidemment, l'avenir de la sélection passe par des matchs dans une enceinte plus adaptée, et le 5 juillet s'y prête complètement. Je suis très satisfait moi de la pelouse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la qualité de la pelouse. Donc j'espère qu'on saura mettre à profit justement ces conditions pour développer un jeu encore plus attrayant. Voilà, sur le programme du stage, le stage débutera pour certains joueurs, donc ils arriveront le dimanche. Alors ce sera en fonction des matchs, et puis donc l'ensemble du groupe sera reconstitué le lundi soir. Donc on aura 2 entraînements le lundi, donc le lundi matin avec une partie de ceux qui arriveront, le lundi après-midi, un entraînement à 16h30 avec une zone mixte, à Sidi Moussa. Donc ça permettra justement de faire le point, et donc par contre après l'heure impartie, vous serez prié de quitter le stade. Bon, c'est plus difficile de se cacher à Sidi Moussa. Ensuite, donc le mardi, on aura après un entraînement quotidien l'après-midi. Donc le mardi à Sidi Moussa, donc à 16h30. Le mercredi, on viendra ici prendre nos marques sur le 5 juillet, donc à 16h30 aussi. Comme ça équilibre. Je pense que la Guinée vient le jeudi s'entraîner ici. Donc le jeudi, on aura l'entraînement, on restera à Sidi Moussa. Le match contre la Guinée, c'est donc à 18h le vendredi 9. Voilà, donc il y aura après le samedi matin la récupération. On reprendra après le dimanche avec un entraînement. Le lundi, encore un entraînement
l'entraînement à Sidi Moussa, et donc on finira donc le mardi à 20h30 contre le Sénégal. Alors donc la zone mixte, comme j'ai signalé, le lundi 6 à 16h30, donc à Sidi Moussa. Bon, j'en reviens à la liste. Elle va être sur le site dans une demi-heure, juste après la conférence. Donc Doura, Zemamouche, qui reste sur des prestations très intéressantes, évidemment, donc, qui n'a jamais été écarté, bien sûr, des sélections. Hein, c'était fait partie des cadres, je dirais. Bon, après, c'est juste une question d'équilibre. Bon, il y avait Asla, bon, qui est aussi présent depuis longtemps. Mehdi Jalin, donc ça fait partie justement des joueurs qu'on voulait voir lors du stage, qui joue à Clermont, qui a une progression intéressante, donc encore un jeune joueur, donc voilà, ça la possibilité de le voir. Donc on aura 4 gardiens dans le stage. Mehdi Zéphane, qui fait un très bon début de saison et qui, je pense, va mettre à profit sa venue à Rennes pour et avoir du temps de jeu et progresser aussi. Achoud, bon, qui pour moi c'est un joueur aussi qui est pas nouveau et qui est intéressant. Boudbouba, que j'ai vu fréquemment avec Léa Prime, donc que je connais bien, qui reste aussi sur de bonnes prestations avec Kusma. Karl Medjani, qui est un petit peu en difficulté dans son club, mais qui, j'espère, va retrouver du temps de jeu et que de toute manière, sa présence ne se discute pas. Belkaroui, Fawzi Goulam, donc un nouveau joueur qui était un petit peu annoncé, c'est Tarat, Mehdi Tarat, qui est du Paris FC, qui lui aussi est un joueur qui vient du national, qui joue en L2, qui est un garçon jeune, qui a une progression intéressante et qu'on souhaitait voir aussi dans ce stage, qui est utilisé comme milieu défensif dans son club, mais qui, dans la sélection, pourra postuler à un poste de défenseur central. Donc, il est d'ailleurs de formation défenseur central. Roaled, qui m'a... Bon, c'est pas une découverte non plus, mais qui m'a beaucoup plu lors du stage qui a précédé les autos, qui a confirmé que c'est un joueur mature et qui est un joueur qui peut compter pour la suite. Je ne fais pas de fixation sur l'âge aussi. Au départ, évidemment, on cherche des joueurs plus jeunes, mais à 30 ans, on a encore un bel avenir, surtout que sur le plan du professionnalisme, je crois que c'est un joueur qui est exemplaire. Sofiane Fegouli, donc en espérant qu'il ne se blesse pas d'ici là, mais Sofiane n'avait pas joué contre les Seychelles, n'avait pas joué contre le Qatar, donc c'est à Sofiane au niveau auquel il était hier, bien sûr, sera extrêmement intéressant. En tout cas, j'ai dit, c'est un joueur important pour la sélection. Riyad Boudebouz, qui avait raté son match contre le Lesotho, mais qu'on n'élimine pas pour autant, c'est pas évidemment. Safir Taider, qui a retrouvé du temps de jeu avec Bologne aussi. Même s'il n'a pas été titulaire l'autre jour. Mehdi Abed, qu'on veut revoir aussi. Nabil Bentaleb, qui a repris individuellement, qui va reprendre dans le groupe cette semaine. Donc évidemment, il y aura peut-être un déficit de compétition, mais Nabil est un joueur sur lequel, bien sûr, je compte dans l'avenir et le proche avenir. Donc Ahmed Kachi, Walid Mesloub, qui a été blessé aussi là une semaine, qui n'a pas fait les matchs, mais c'était une contusion, donc il n'y a pas de problème majeur. Riyad Mahrez, qui flambe aussi, donc qu'on espère retrouver dans le même état d'esprit avec nous. Un nouveau joueur qu'on suit depuis l'année dernière, Saïd Berrama, qui est un peu en déficit de temps de jeu parce que Nice, il y a beaucoup de concurrence aussi, mais qui est un jeune joueur
intéressant, percutant sur le côté, donc voilà, qu'on souhaitait voir, c'était l'opportunité de le voir. Islam Slimani, Hilal Soudani, Isaac Belfodil, Yassine Brahimi et Bagdad Bounedjda. Bon, donc là, c'est du classique. Voilà, donc sur les... Juste sans trop m'étendre sur les absents, déjà Issa Mandi, bon, donc, qui a eu une entorse du genou avec le ligament latéral qui est touché. Bon, on espère que le délai sera assez court, mais bon, c'est toujours des blessures qui sont embêtantes. Son indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines, et donc on suivra l'évolution avec beaucoup d'attention, évidemment, parce que le forfait de Aïssa pour le mois de novembre serait un handicap majeur. Voilà, mais j'ai bon espoir de récupérer quand même. Voilà, en ce qui concerne... voilà, un petit mot aussi pour Rafik Alish qui est venu ici, qui se remet bien, donc qui sera opérationnel, je pense, dès le mois de janvier. Bon, voilà, on n'oublie pas aussi ces absents de longue durée, même que Djabou qui va reprendre, donc on verra bien sûr l'évolution de leur rééducation. Sur des joueurs aussi qu'on a laissés à disposition des Olympiques, qui auraient pu postuler, il s'agit de Ben Sebaini, qui est laissé à disposition des Olympiques. C'est Ben Sebaini. Et puis aussi un joueur qui est intéressant, qui fait des prestations intéressantes avec El Arach, c'est Charles, le gardien, Charles, qui aurait pu aussi postuler à, justement, c'est l'occasion de le voir, mais bon, comme il est avec les Olympiques, on essaye de le faire de façon intelligente. Et voilà, donc c'est des joueurs qu'on suit bien sûr dans le proche avenir. Il y a aussi un absent que j'aurais bien voulu voir ici, c'était aussi une Benayada qui est avec les militaires. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est un garçon que je trouve qui a beaucoup de qualité. Et bon, mais par contre, on le laisse bien sûr à disposition des militaires qui font le championnat du monde. Donc on essaye aussi d'être cohérent un peu par rapport à toutes les diverses sélections. Bon, sur les absents, bon, Raïs Mboli, bon, qui a joué juste un match de coupe, donc bien sûr qu'on attend qu'il ait davantage de temps de jeu avec le club d'Antalya. Voilà, après c'est toujours des joueurs qui sont en déficit de temps de jeu, comme Saïd Ben Kaleb, Adlen Guedura, il y a Brahim Cheni aussi qui n'a pas repris avec le club africain, donc on suit l'évolution. Jamel Mesbah qui a fait 2 matchs quand même avec la Sampdoria, mais c'est bon, juste depuis 8 jours, donc on verra aussi l'évolution. Bon, Rachid Ghezal qui a très peu de temps de jeu aussi avec Lyon. Et puis un garçon qui m'a bien plu dans le stage aussi, c'est aussi Nel Orfi, bon, par contre qui joue pas avec du smart, donc c'est difficile aussi de le sélectionner, mais je pense que c'est un joueur qui m'a semblé avoir de belles perspectives aussi pour la suite. Voilà, et puis je pense que les questions là-dessus pour Belaïli, ben, c'est bien sûr une suspension qui, moi, me dépasse. Voilà, c'était donc voilà. En tout cas, comme j'ai cru entendre, je suis de près ou de loin, en rien. C'est d'ailleurs de méconnaître le fonctionnement de la commission médicale contre le contrôle du dopage. Donc j'ai appris ça. C'est très, très dommageable pour lui, évidemment, pour son club, et puis aussi pour la sélection, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. J'avais dit qu'il fallait qu'il travaille encore davantage au niveau international. Maintenant, évidemment, ce sont des sanctions qui peuvent mettre un frein à sa carrière. Et voilà, mais en tout cas, je veux dire, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais je suis en rien et j'ai pas été informé précédemment. Donc, son absence dans le précédent stage n'avait aucune corrélation, en tout cas, avec cette sanction. Voilà, donc, je suis ouvert à vos questions.
prévisions justement dans une confrontation pour l'éliminatoire du mondial? Quelles sont les solutions que vous allez apporter pour justement parer à cette détection? Déjà, par la force des choses, il y aura des joueurs qui figurent dans la liste qui vont jouer. Je pense à Roualed, par exemple, qui est un joueur d'expérience, qui a la maturité. Donc, je pense que c'est un joueur qui me semble apte à répondre tout à fait au remplacement d'Aïssa. Voilà, maintenant, il y a aussi, comme j'ai dit, dans la liste, on a 4 défenseurs centraux. Donc on aura l'occasion de les voir certainement. Sachant que je ne l'ai pas dit non plus, mais je le précise, les 3 joueurs de l'USMA seront le 10 remis à disposition de leur club, qui doit jouer en championnat. Donc pour ne pas pénaliser l'USMA, ils seront remis à leur disposition le 10, et donc eux ne seront concernés que par le premier match contre la Guinée. Bonjour, c'est Edouard Goldman. Monsieur Gourcuff, est-ce que vous craignez pas de jouer au Stade Saint-Juillet, sachant que ce sera surnommé de très mal à cause des supporters très exigeants et avec de vos adversaires très coriaces? C'est ce qu'on m'a dit, oui. On m'a dit que il y avait une pression plus forte. Bon, après, de toute façon, dans le foot, on doit être capable de surmonter la pression. Hein, c'est comme ça. Je pense que de toute manière, de façon objective, la sélection algérienne doit jouer dans un stade qui était plus adapté que le Blida. C'était une solution d'appoint, je dirais, qui a servi. Moi, la priorité, j'ai toujours dit, c'est la qualité de la pelouse. Ici, ça me semble beaucoup plus propice à développer notre jeu à terre, à une touche de balle. Donc, la qualité de la pelouse, je pense, doit nous avantager. Après l'environnement, j'espère justement que les spectateurs supporteront leur équipe. Maintenant, je ne maîtrise pas non plus tous ces paramètres. Et, après, à l'équipe de faire preuve de maturité aussi pour, dans les moments difficiles, être capable de faire face. Mais bon, de toute manière, c'est objectivement pour l'avenir, ça. Alors, il n'y a pas que ici, je pense qu'il y a le stade d'Oran, il y a d'autres localisations aussi, mais l'équipe nationale doit jouer dans une enceinte qui soit digne d'une sélection nationale comme l'Algérie. Bonjour coach, Mohamed El Khadi de Radio Nationale. Donc, dans la liste, nous avons enregistré pas mal de nouveaux joueurs. Donc, c'est Farad Jebel-Sefari, Mahdi Jmim, Clément Foot et Saïd Benrahma de Nice. Question Gourcuff, qu'est-ce que vous avez détecté comme qualité chez ces 3 joueurs? Merci. Comme caractéristiques, ce sont des jeunes joueurs donc, qui sont en devenir, donc qui n'ont pas encore atteint leur plénitude. Hein, c'est aussi, je ne vous dis pas que ce sont des joueurs qui vont s'imposer comme titulaires dans la sélection. Je pense qu'on n'attend pas ça. On attend simplement de les prendre dans le stage. Ça permet de les juger sur le plan technique, sur le plan de leur adaptation aussi dans le groupe. Mais ce sont 3 garçons qui sont, je les ai eus au téléphone, qui me semblent avoir la tête sur les épaules. Et donc on travaille aussi sur le moyen terme, voire le long terme. Donc on les intègre comme ça petit à petit. C'était l'occasion de les voir, sachant qu'on a 2 joueurs qui découvrent pas le très haut niveau, mais le haut niveau comme Mehdi Janin et puis Mehdi Tarat, puisqu'ils sont venus tardivement, donc ils ont une progression qui est très intéressante. Pour Saïd Benrahma, lui il a du temps de jeu en L1, donc il a, je pense, un peu plus même s'il est très jeune encore, peut-être pas d'expérience, mais enfin confronté au plus haut niveau. Donc c'est aussi un joueur qui nous semble avoir des qualités. Donc c'était l'occasion de les juger. Maintenant, je vous dis, on n'exclut pas ceux qui ne sont pas dans la liste et qu'on voit pas et qu'on connaît peut-être un petit peu mieux.
Non, non, c'est très clair. Bon, de toute façon, Raïs, c'est depuis la CAN, il n'a pas été rappelé parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Donc, vous savez, pour Raïs, il a un match de coupe il y a 10 jours, et c'est tout. Depuis la CAN, il n'a pas joué. Donc, c'est forcément un handicap. Avant la CAN, il n'avait pas beaucoup joué non plus parce que le championnat des États-Unis est terminé au mois de fin octobre. Donc, vous voyez que sur une année complète, les matchs de Raïs sont très, très faibles. Donc, voilà, après, et Raïs n'est pas. On attend juste qu'il ait du temps de jeu, qu'il reprenne des repères, et voilà, c'est tout. En espérant que pour le mois de novembre, il intègre son équipe et qu'il ait du temps de jeu. Bonjour coach, concernant le joueur d'Algérie qui a complètement blessé, coach, est-ce que vous avez eu des contacts avec lui ou bien vous avez eu une discussion du joueur d'Algérie de la semaine? Le joueur d'Algérie de la semaine. Ah, oui. Oui, les contacts qu'on a eus, c'est un joueur d'abord qui a fait des sélections de jeunes en équipe de France, donc il est dans le même cas que Nabil Fekir, donc il faut qu'il fasse il y a toute une procédure quand même s'il fait le choix de l'Algérie. Et le joueur n'a pas fait de choix, encore pour le moment. Voilà, donc. Je n'ai pas eu directement, mais j'ai pas réussi à l'avoir, mais j'ai eu son agent. Donc voilà. Oui, Morad. Morad. Demande à parler. Il a demandé la parole avant. Oui, bah c'était effectivement un joueur qu'on aurait pu voir aussi dans ces conditions. Bon, disons que on a fait d'autres choix par exemple avec le choix de Berama, donc voilà, qui sont à peu près dans le même registre. Bon, Yanis Stafer, je connais bien aussi depuis longtemps, donc c'est juste ses prestations après avec son club qui permettront d'avoir une ouverture. Mais voilà, il faut faire un choix, on ne peut pas l'ouvrir non plus. C'est le problème, si vous voulez, je ne sais pas si les 26 joueurs vont jouer, mais pour certains joueurs, ça peut être aussi intéressant, comme les 3, de les voir à l'entraînement. C'est ce qu'on avait pu voir, par exemple, les autos, j'ai dit, Roalen n'a pas joué, Osinel Orfi n'a pas joué, mais par contre, leur comportement dans le stage montre qu'on peut leur faire confiance pour l'avenir. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des joueurs comme ça en stage, même s'ils ne rentrent pas sur le terrain. Donc, mais effectivement, c'est trop pénalisant de prendre aussi un joueur si on ne peut pas lui donner du temps de jeu. Alors ça peut concerner quelques jeunes joueurs, mais pas trop. Ouais. Coach, bonjour, TV. Lors de votre intervention sur l'équipe interne, vous avez cité que les joueurs algériens ne comprenaient pas la langue française. Oui. Non, je n'ai pas dit. Alors là, j'ai dit que certains joueurs ne me comprenaient pas, effectivement. Et c'est à. Quand j'ai les stages de la prime, si vous voulez, je me suis aperçu de ça. Donc il y a. Mais ça, c'est pas un reproche que je leur fais. C'est plutôt. C'était à moi de me rendre compte que ça moi, si je parlais normalement, je devrais, me mettre à la portée du joueur, donc parler arabe. Malheureusement, bon, je ne le fais pas. Donc, c'est de prendre des dispositions pour qu'eux, ils comprennent. Alors que j'en parlais parce qu'il y a on parle de communication. Et la communication, faire passer un message, c'est très important. Parce que même quand vous maîtrisez la langue, entre ce que vous dites et ce que vous percevez, il y a une déperdition de plus de 50%. Alors, mais vous prenez les sélectionneurs de beaucoup d'équipes qui ne parlent même pas la langue, alors là, je ne sais pas comment on peut faire passer un message, effectivement. Moi, j'ai toujours estimé que pour entraîner, il y avait la nécessité justement de maîtriser la langue avec le joueur. J'ai entraîné au Qatar, bon, je faisais tout en anglais, c'était pas non plus toujours facile, mais c'est
la capacité d'un entraîneur à pouvoir communiquer avec le joueur, elle est fondamentale. Et donc, si évidemment certains joueurs ne comprennent pas même mon langage sur le plan technique, les problèmes que ça peut poser, donc c'était pas un reproche, c'était juste, je dis, c'était. Un reproche, c'est juste au niveau de la communication. La solution, c'est quoi? C'est de recruter un traducteur? Non, mais non, mais dans le staff, il y a Nabil Neguiz, par exemple, qui sert de relais. Donc, c'est juste savoir quand le joueur ne comprend pas, que lui l'exprime aussi, c'est-à-dire qu'il dise qu'il comprend pas. Voilà, c'est tout. Je dis que la communication, elle est importante. Et c'est bien sûr à nous de nous mettre au niveau du joueur. On va pas, si le joueur il comprend pas le français, c'est à nous de faire en sorte qu'il comprenne ce qu'on veut lui dire. C'est tout. C'est pas. Sur l'équipe, il y a deux joueurs qui sont professionnels comme Soudani et Slimani. C'est des joueurs professionnels, donc ils comprennent un schéma tactique. C'est pas. On peut être joueur professionnel, ne pas comprendre des exigences tactiques. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Mais surtout peut-être les miennes, parce que peut-être c'est un peu nouveau pour certains. Bon, je pense que pour Fawzi Goulam, des gens qui travaillent, qui ont eu ou même Riyad Mahrez maintenant avec Ranieri, les principes tactiques sont je dirais pas les mêmes, mais assez similaires sur les exigences qu'on peut avoir. Un joueur qui n'a pas eu cette culture, c'est plus difficile en 8 jours d'entraînement de percevoir aussi toutes ces exigences. Donc j'ai eu l'occasion de m'exprimer pour au niveau de Djabou, ça avait été mal interprété, mais c'est pas quelque chose qui est comme ça qu'on peut en quelques jours acquérir. Après, bien sûr, c'est à l'entraîneur de se mettre au niveau du joueur pour l'aider à ce qu'il comprenne. Donc, et la communication, c'est le premier élément. Abdrani, Mamal, Abdrani. Merci.